Et voilà, mes chers étudiants, je suis les préconisations de Donald Trump. Et donc après m'être injecté du détergent dans les veines, eh bien, j'ai sorti mon armure pour éviter enfin une partie seulement, pour éviter la contamination. Hein, voilà, la reprise. Bien, après cette petite introduction, caractère médical, et on va attaquer l'exercice d'aujourd'hui, qui est probablement l'exercice le plus intéressant de tout le cours d'analyse convexe, et qui va aborder la question de la dérivabilité des fonctions convexes. Alors on conçoit volontiers que, si on prend par exemple l'application x d'une valeur absolue de x, on conçoit volontiers que une fonction convexe peut avoir des points où elle n'est pas dérivable. Bien, on peut en rajouter quelques-uns, hein. Vous voyez, on peut par exemple faire crac, 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 vous voyez, ça reste convexe, et puis là j'ai 3 points de non-dérivabilité. Et donc la question qu'on va se poser, puisque on sait on va faire des rappels sur le sujet, mais on sait qu'une fonction convexe a quand même des critères analytiques très forts, hein. Ça possède des dérivées droite et gauche, et ces dérivées droite et gauche, elles possèdent des propriétés très fortes. Et donc on peut se poser la question de savoir quelles sont les pathologies liées à la dérivation, c'est-à-dire est-ce que on pourrait trouver un moyen de mesurer ces petites pathologies qui apparaissent, comment elles peuvent apparaître. Et donc c'est l'objet de tout cet exercice, qui est le condensé de 2 exercices sur le même thème. Le premier visant à donner une condition suffisante, et le deuxième qui montre que sous cette condition, enfin c'est une espèce de réciproque, on peut toujours trouver des fonctions convexes avec des points de non-dérivabilité prescrits. Ok, alors on va attaquer. On va faire quelques petits rappels. Alors, on va rappeler que la notion de... Donc, je vais me donner une application d'un intervalle, toujours, de I dans R, et on va rappeler que, donc pour éviter les gags, on va prendre I ouvert. Et puis, bon, on va le prendre borné, mais pour la première partie, c'est pas dramatique, s'il ne l'est pas. Et on va rappeler quelques propriétés. Posséder une limite droite, une dérivée droite respectivement gauche, c'est juste voir. Donc je vais me donner un A qui appartient à I. C'est juste. Alors ça équivaut à dire que f est dérivable en A, si ce taux de variation existe. Et qu'est-ce que c'est que la dérivée droite et gauche? Ben, c'est prendre la limite à droite ou à gauche, c'est-à-dire imposer à x d'être strictement supérieur à A. Donc si ça existe, ça veut dire que f est dérivable à droite en A. Et puis, ben, vous prenez la même limite quand x est plus petit que A. Et là, c'est la dérivée à gauche. Bien. Alors, vous voyez que f est dérivable en A, si, seulement si. F est dérivable à gauche et à droite en A. Et, donc, à gauche et à droite, ça veut dire que ces limites existent. Mais pour que la limite globale existe, sachant que ces deux limites existent, il suffit qu'elles soient égales. Donc la dérivabilité, c'est quand vous êtes dérivable à droite et dérivable à gauche, c'est juste dire qu'il y a égalité de ces dérivées. D'accord? Bien, alors,
évidemment, il y a plein de fonctions où vous possédez des dérivées droites mais pas de dérivées gauches, des dérivées gauches mais pas de dérivées droites. Le cas des fonctions convexes, donc ça je vous renvoie à votre cours, hein, c'est une conséquence de l'inégalité des pentes. L'inégalité des pentes, elle implique la propriété suivante, c'est que si vous prenez une fonction i convexe, alors f possède en tout point une dérivée gauche et une dérivée droite. C'est-à-dire que les fonctions dérivée gauche et dérivée droite, elles existent. Mais on a mieux. On a beaucoup mieux. C'est toujours une conséquence de l'inégalité des pentes. C'est que si vous prenez A strictement inférieur à B dans I, eh bien la dérivée gauche en A est certainement plus petite que la dérivée droite en A, qui est certainement plus petite que la dérivée gauche en B, qui est inférieure à la dérivée droite en B. Alors ça dit même un peu plus que ce que je vais écrire. Ça dit en particulier que ces fonctions dérivées gauche et droite, elles sont croissantes. Oui. Ça dit un peu plus parce que ça dit qu'elles s'entrelacent. Vous voyez, là, vous avez la croissance, ces deux points-là, c'est la croissance de la dérivée gauche, là, c'est la croissance de la dérivée droite, et cette inégalité, elle dit que ça s'entrelace en fonction de la position de A et B. Bien, alors on va faire un dernier rappel de cours, c'est le théorème de la limite monotone, qui dit la chose suivante, qui dit que si vous donnez une application phi de i dans R croissante, donc vous avez la même version avec décroissante, c'est pour ça qu'on parle de théorème de la limite monotone, et vous prenez A appartient à I. Alors ce qu'affirme le théorème, c'est que la limite à droite de phi de x et la limite à gauche existent. Et eh bien, cette limite-là est plus petite. Alors, la limite à gauche et la limite à droite. La limite gauche est plus petite que la limite droite. Ça dit la chose suivante, géométriquement, vous avez une belle fonction croissante. Si vous voulez qu'elle soit non continue, elle doit nécessairement opérer un saut. Voilà ce que ça dit. Donc vous voyez que la valeur ici, bien c'est la limite gauche de phi. Ça, c'est la valeur. Alors, on peut même préciser qu'ici, phi de A se coince entre les deux. Ça, c'est la valeur en A. Ici, j'ai A. Et là, c'est la valeur de la limite droite. Donc ce théorème est très très important, c'est que la nature des discontinuités d'une fonction monotone est vraiment très restreinte. C'est juste un défaut de limite gauche et de limite droite. Donc vous voyez en particulier, à cause de cette inégalité, que la fonction est continue si et seulement si vous avez égalité de ces deux limites, gauche et droite. La puissance du théorème repose bien plus que dans cette égalité sur le fait que ces limites droite et gauche existent. Une limite droite et gauche, elle n'existe pas forcément. Bien, alors, la conséquence, c'est que, la conséquence de tout ce qu'on vient de rappeler, c'est que si vous prenez donc f de i dans R convexe, alors, les dérivées gauche et droite existent, et quel que soit A appartient à I, eh bien les limites, puisqu'elles sont monotones, ces fonctions, les limites droite et gauche existent.
Et à cause de l'inégalité imbriquée, elles sont comparables. X inférieur à 1 de f'. Droite de x. Et on peut dire un peu plus, on peut coincer entre chaque, parce que elles sont croissantes, on peut coincer entre chaque en fait. Je vais réécrire. Donc ça existe. Alors, la limite à gauche de f' gauche est plus petite que, voilà ce que je voulais affirmer, que f' gauche en A, et que la limite à gauche de f' droite est plus petite que f' droite en A. Et vous avez la même propriété si vous prenez la limite à droite de la dérivée gauche et de la dérivée droite. Ok. Alors on en arrive à la première partie de notre exercice. Il s'agit de montrer que, donc je me suis donné une application convexe sur un intervalle borné. Il s'agit de montrer que si f' gauche ou f' droite, ça vaut pour les deux, est continue, on a, alors f est dérivable. Ok. Alors pour ce faire, eh bien, on va regarder ce que c'est que, avec les petits rappels qu'on vient de faire, on vient de dire que f dérivable en A, c'est parfaitement équivalent à dire que f' droite de A égale f' gauche de A. On sait que ces deux quantités existent. Oui. Eh bien, on va regarder, on va prendre x strictement supérieur à 1, et eh bien, je sais que f' gauche de A est plus petit que f' droite de A, qui est plus petit que f' gauche de x, qui est plus petit que f' droite de x, mais ça on va pas en avoir besoin. Donc on va se passer dans une de ces deux situations. Hein. Je vais supposer par exemple que c'est f' gauche qui est continu. Alors f' gauche continue, bah, ça implique en particulier que la limite à droite, alors x tend vers a, x positif, de f' gauche de x soit égal à f' gauche de a. Ben oui, mais vous voyez qu'au milieu, ça veut dire que ça tend vers ça. Mais au milieu, eh bien vous avez une constante. Et donc par passage à la limite, ben ça va bien impliquer que f' droite de a égale f' gauche de a. Tout simplement. Et ça, on vient de voir que c'est équivalent à f dérivable. Si j'avais pris la dérivée droite, eh bien vous voyez que j'aurais pris l'inégalité dans l'autre sens et j'aurais fait tendre f' droite vers f' de A, et c'est f' gauche qui aurait nécessairement été égal à f' droite de A. Donc f est dérivable. Bon, c'est pas très compliqué. Alors, la conclusion, et c'est ça qu'on va exploiter dans la suite, c'est que l'ensemble des points A appartient à I tel que f non dérivable en A, il est inclus dans l'ensemble des points A appartient à I tel que, par exemple, f' droite non continue. Pourquoi cette inclusion? C'est la réciproque de ce qu'on vient de montrer. C'est que il s'agit de montrer que dès que vous avez quelque chose qui n'appartient pas à cet ensemble, il n'appartient pas à celui-là. Ça, c'est les propriétés d'inclusion des ensembles. Eh bien, si je n'appartiens pas à cet ensemble,
ça veut dire que je suis continu en A. On vient de montrer que si je suis continu en A, je suis dérivable, donc ça veut dire évidemment que je n'appartiens pas à cet ensemble. Bon, et la stratégie pour la suite, ça va être de mesurer la taille que peut avoir un tel ensemble. On en déduira, taille en termes de cardinalité, on en déduira que cet ensemble-là a une propriété encore plus petite que celle-là. Ok. Alors, la deuxième question qui vous est posée, c'est montrer qu'une fonction monotone est réglée. Alors, en fait, il ne s'agit pas de faire toutes les preuves de ça. Vous trouverez tout le détail de ce que je vais raconter là dans la première version de mon cours sur l'intégrale de Riemann, hein, sur ma page web. Cette première version est une version qui va complètement au fond des choses, ce qui explique pourquoi j'ai dû faire une version allégée, puisque les étudiants avaient du mal à suivre. Mais pour ceux qui veulent les preuves de certaines propriétés que je vais passer sous silence, donc pour les questions 2 et 3, pardon, peuvent aller consulter ça. Il suffit, en fait, c'est juste un petit problème de langage. Une fois que vous avez le bon langage, vous allez voir que les preuves ne sont pas très compliquées. Alors, une fonction réglée, on va rappeler ce que c'est, hein, c'est le fait d'être limite uniforme d'une suite de fonctions en escalier. Le point, c'est que l'intérêt de cette fonction, c'est que elle constitue l'exemple le plus naturel de fonction Riemann intégrable. Hein, puisque l'intégrale de Riemann se définit à partir des fonctions en escalier. Et il y a un théorème célèbre qui vous dit que quand il y a convergence uniforme, vous pouvez intervertir le symbole intégral et limite. Et comme on définit, le concept est défini a priori au début, sur les fonctions en escalier pour l'intégrale de Riemann, eh bien les limites uniformes de fonctions en escalier sont les objets les plus naturellement Riemann intégrables. Il y a aussi le fait que la classe des fonctions réglées, elle contient un nombre, la majorité des fonctions que vous connaissez, elles sont dedans. Les fonctions continues, les fonctions continues par morceaux. Les fonctions monotones, c'est l'objet de cette question 2. D'où l'importance de cette classe des fonctions réglées. Alors, donc réglées. Alors, juste en termes de conditions, on travaille, quand on travaille sur des fonctions réglées, sur des complexes, ici sur des segments, et c'est une condition qui est absolument capitale dans la preuve, parce qu'on va utiliser la compacité de AB. Alors on va faire quelques rappels, hein. Donc je vais me donner une application f d'un segment AB dans R, elle est dite réglée, si bien il existe une suite Fn de fonctions en escalier de AB dans R convergent uniformément vers F. Bon. Le théorème de caractérisation, il y a un théorème de caractérisation, c'est que F est réglé. Donc ça, c'est ce que vous verrez dans mon polycopier sur l'intégrale de Riemann. F est réglé si et seulement si, quel que soit alpha qui appartient à l'ouvert, eh bien, les limites gauche et droite existent. Et il faut rajouter que, alors en A, ça n'a pas de sens de parler de limite gauche, puisque à gauche n'est plus rien. Donc il faut rajouter que la limite droite en A existe, et la limite gauche, il faut rajouter ces deux points, existe.
Bien. Alors, la preuve n'est pas hyper violente, c'est juste une très belle preuve d'analyse qui est assez rapide d'ailleurs, et qui utilise une propriété très profonde d'analyse. C'est en fait le fait que, je vous le cite, c'est la compacité du segment AB, c'est le fait que si vous recouvrez votre compact AB par des intervalles ouverts, eh bien vous pouvez extraire un sous-recouvrement fini, c'est l'axiome de Borel-Lebesgue. Bon, donc je ne m'étends pas sur cette propriété-là, enfin, sur la preuve, on est un peu hors sujet par rapport au... C'est une propriété qu'on peut admettre, hein. Et le point, bah, ça permet de démontrer la question de pourquoi, bien parce que ce que j'ai rappelé, le théorème de la limite Meuthen, elle dit quoi? Ben, elle dit qu'une fonction monotone satisfait justement cette condition-là. C'est qu'en tout point, je possède une limite droite et une limite gauche. Donc ça implique que f monotone implique f réglé. Bien, alors ensuite, bah, on va s'intéresser de manière générale. À la discontinuité des fonctions réglées. Alors, je vous rappelle qu'une fonction en escalier, hein, si je prends, donc je reprends ma suite Fn, fonction en escalier, c'est une fonction telle que je peux subdiviser mon intervalle en sous-intervalles, et puis ma fonction, bien, elle est constante sur chacun des sous-intervalles, et ce qu'elle vaut, ici, bien, ça peut être n'importe quoi. Sur les points de la subdivision, vous demandez strictement aucune chose. Ok. Alors, à chaque... Donc là, c'est ma fonction Fn. Ouais. Alors, à chaque Fn, je vais associer Dn, qui est l'ensemble des x qui appartient à AB, tel que Fn non continu. En x. Bon, bah, par définition d'une fonction en escalier, vous voyez que le cardinal de Dn est fini. Voilà, puisque les seuls points éventuels de discontinuité, ce sont les points de la subdivision, qu'on appelle subdivision adaptée. Je vous renvoie au cours sur l'intégrale de Riemann. Et le théorème, c'est que par limite uniforme, donc là je ne le démontre pas, mais je vous explique l'argument. Par limite uniforme, eh bien, en fait, bon, ça c'est aussi dans le cours d'analyse 2, quand vous avez convergence uniforme, si toutes les fonctions sont continues en un point, eh bien, la limite est continue en ce point-là. Donc, par limite uniforme, eh bien, f est continue en tout point, où, quel que soit n, fn continue. Mais est-ce qu'on peut dire quelque chose de cet ensemble? Bah, certainement, les points de discontinuité de Fn, c'est Dn. Donc l'ensemble des points où toutes les fonctions Fn sont continues, bah, il va forcément contenir le complémentaire de la réunion des Dn. Donc on en déduit la chose suivante, c'est que si f non continu en x appartient à B, alors x appartient à D. Et le dernier point, bien, c'est que chaque Dn est fini, et une réunion dénombrable d'ensemble infini est dénombrable. C'est une propriété de théorie des ensembles. Bon, pour travailler proprement, on n'oublie pas qu'on a travaillé sur un segment. Donc si on se ramène sur notre intervalle I, dans I,
je vais par exemple écrire UV, oui, et ben vous considérez les segments, par exemple, U plus 1 sur K, V moins 1 sur K, et là vous associez l'ensemble des K qui correspond à cet ensemble-là, qui est dénombrable, et bien vous voyez que l'ensemble des points X qui appartient à UV, tel que F non continu en X, il va être inclus dans la réunion des dk. Alors, j'aurais pas dû le noter comme ça, je vais le noter delta K, voilà, parce qu'il y a une confusion avec ça. Bien, alors qu'est-ce qu'on vient de voir à la K supérieure 1? Qu'est-ce qu'on vient de voir à la question précédente? Que dk est un ensemble dénombrable. Et bien là, à nouveau, il y a un théorème qui vous dit que la réunion dénombrable d'ensemble dénombrable est dénombrable. Et donc vous arrivez à la conclusion suivante. Hein, si je retrouve mon énoncé, afin de rester cohérent, l'énoncé a disparu. Alors, encore un coup des martiens qui sont venus, vous voyez, comme ça on ne se rend pas bien compte, mais ils arrivent, ah bah voilà, ils sont revenus, et le temps de le dire, les dénoncer, ils sont revenus. Donc on vient de montrer, petit 3, que l'ensemble des points de discontinuité d'une fonction réglée sur un segment est dénombrable, et on en déduit que sur, c'est la conclusion, que sur un intervalle ouvert, l'ensemble est aussi dénombrable. Donc c'est le théorème suivant, c'est que si f est monotone sur i, alors l'ensemble des x appartient à i tel que f non continu en x est au plus dénombrable, hein, ça peut être fini, voire même vide. Bon, et comment conclure? Bien là, on utilise le petit 1. Hein, si je prends... Donc je vais reprendre ce que j'ai écrit, puisque je l'ai déjà écrit. Voilà. L'ensemble des points où f est non dérivable est inclus dans l'ensemble des points où la dérivée droite est non continue. La dérivée droite est monotone, donc si j'applique ce théorème-là, l'ensemble des points de discontinuité de ça, c'est au plus dénombrable. Donc l'ensemble des points de non-dérivabilité est un ensemble au plus dénombrable. Donc conclusion, elle mérite d'être écrite. Si je prends f de i dans R, i est un intervalle ouvert, convexe, alors f est dérivable, sauf éventuellement sur un ensemble de points au plus dénombrable. Alors vous allez me dire, bah oui, la droite numérique elle est indénombrable, donc ça en fait très peu. Oui, mais je vous rappelle par exemple que Q est un ensemble dénombrable, mais Q, quand vous essayez de le représenter sur la droite numérique, bah, vous voyez que ça se répartit de manière dense. Donc dénombrable, c'est très peu d'un certain point de vue, du point de vue de la cardinalité, mais topologiquement, ça peut être beaucoup, ça peut être très embêtant. Il y a des ensembles dénombrables qui sont denses, par exemple Q. Et c'est justement l'objet de la partie B de cet exercice. Alors la partie B, c'est de montrer que maintenant, inversement, on peut trouver des fonctions convexes et leur imposer les points de non-dérivabilité. Alors, on y va. Là, ça va être l'utilisation d'outils de L2. Hein. Je considère, donc je suis toujours dans un intervalle borné, on va le prendre ouvert, hein, et on va considérer une suite AN injective à valeur dans I. Injective, ça veut tout simplement dire que en tant que fonction de n dans I, eh bien, elle est injective, autrement dit, ça veut dire que les points de la suite ne prend jamais deux fois la même valeur. Donc si je prends des indices différents, AN est différent de AN. Bien. Et on vous demande de considérer la fonction
pour x appartient à i, on vous demande de considérer la fonction f de x égale somme pour n supérieur à 0 de valeur absolue de x moins n sur 2 puissance n. Bien, alors c'est pas parce qu'on vous donne quelque chose que cette chose existe en maths, hein, il faut la discuter. La question c'est que là, vous avez une série, donc il y a une limite, il faut étudier si la limite existe. Alors ce qui se passe, c'est que i est borné, eh bien, vous voyez que par conséquent, la norme infinie de la fonction valeur absolue de x moins n est certainement majorée par la longueur de l'intervalle. Pourquoi? Bien parce que x est an, hein. Si vous avez votre intervalle i ici, vous avez votre n, vous avez votre x, eh bien c'est tout simplement que... Donc la longueur, c'est la différence entre ces bornes, hein. Et vous avez tout simplement que cette longueur-là est plus petite que celle-là. Ok, ça veut dire que f de x, ou plus exactement la valeur absolue, ou plus exactement la série des normes infinies, elle va être majorée par la série de cette constante-là sur 2 puissance n. Ça, c'est une série géométrique qui converge, puisque la raison, c'est 1,5. Donc, du coup, la convergence est normale. La série converge normalement. Donc, simplement. Entre les deux, on pourrait coincer uniformément. Bien, donc ma fonction f, elle est bien définie sur i. Hein. Je répète, en fait, j'ai fait beaucoup plus parce qu'on va s'en servir pour la suite, mais si i n'avait pas été borné, vous auriez eu aussi... non, je raconte n'importe quoi, il faut la bornitude. Parce que la suite à n, elle peut être très méchante. Hein. Imaginez que à n, ça soit 3 puissance n, par exemple. Là, vous seriez un petit peu coincé. Donc non, il faut la bornitude pour pouvoir conclure. J'allais dire une bêtise, comme d'habitude, diront certains d'entre vous. Alors on arrive au cœur du problème, il s'agit de montrer que la fonction est continue. Alors déjà, on peut dire une chose, c'est que comme il y a convergence normale et que ces fonctions sont continues, eh bien vous devez savoir, d'après votre cours, que f est continue. Bien, alors il faut voir... pour attaquer la question suivante et montrer que la fonction est bien dérivable, il faut avoir en tête une idée de la dérivée. Alors on va juste regarder pour un n, on se fixe un n, et on regarde ce que c'est que x moins n, bon, sur 2 puissance n, bien x moins n en valeur absolue, c'est un truc qui fait ça. Oui. Et on voit que cette fonction, elle est dérivable partout, sauf en n, et que à droite, sa dérivée, c'est 1, et à gauche, c'est moins 1. Donc, on a envie de dire que la dérivée de cette fonction, donc je mets plusieurs, je vais même en mettre 4 des guillemets, parce que c'est... Tout ça n'est pas rigoureux, c'est juste pour se laisser guider intuitivement. Eh bien, c'est plus ou moins 1, et que le plus ou moins 1, eh bien, il est sanctionné par le fait d'être à gauche ou à droite de AN. Alors, on va essayer de formaliser un petit peu ça de la manière suivante. On va introduire des... Vous voyez, on va introduire la fonction signe qui va nous aider. Donc, pour n supérieur à 0, je vais introduire la fonction epsilon n, qui est une fonction qui va aller de i dans 0,1 et qui va être définie de la manière suivante. À x, je vais associer 1 si x est plus grand que an, plus grand au sens large, et à x, je vais associer moins 1 si x est strictement inférieur à 1. Alors, quel est l'intérêt de ça? Eh bien, c'est que, du coup, ma fonction x moins n, elle peut s'écrire beaucoup plus simplement sous la forme
epsilon n de x fois x moins n. Vous voyez que c'est la fonction signe. Et de ce point de vue-là, bien vous voyez que ce que j'écris ici, eh bien, si je regarde un point A qui est différent de AN, eh bien vous voyez que la dérivée en A de cette fonction, ça va être exactement epsilon n de A, c'est-à-dire ça va être 1 si A se trouve à droite de AN, et ça va être moins 1 si A se trouve à gauche. Alors, si on reprend notre définition, on va faire une chose qui est évidemment totalement interdite, mais c'est juste pour qu'on guide notre esprit. Après, on va montrer que c'est possible de le faire. C'est que si je prends un A qui est différent de AN pour tout n, et je veux démontrer que ma fonction f est dérivable, bah, une première approche, c'est de dire que la dérivée de cette fonction en A, c'est epsilon n de A sur 2 puissance n, et que, chose interdite, mais je guide mon intuition, la série d'epsilon a sur 2 puissance n va être égale à ma dérivée. Alors, il s'agit de montrer ça, en fait. Le premier point, je fais une petite parenthèse, cette méthode-là de dérivée terme à terme ne marche pas tout le temps, vous avez des exemples. Donc c'est bien pour se guider l'intuition, en se disant dans la majorité des cas ça va fonctionner, mais vous pouvez très bien en avoir où ça ne se produit pas. La dérivée une série, c'est beaucoup plus compliqué que, en fait, il faut regarder, si vous voulez le fin mot, c'est qu'il faut regarder la convergence uniforme de la série dérivée. Seulement le problème ici, c'est que vos fonctions ne sont pas dérivables partout. Et vous ne trouverez jamais un ouvert, si les n sont méchamment répartis, vous ne trouverez jamais un ouvert où vous pouvez dire que toutes les fonctions sont dérivables sur cet ouvert. Donc en fait, ce théorème va être inexploitable. Il va falloir bricoler autrement. Alors, je reviens à ce qu'on vient de dire. On s'intéresse à cette série, ce coup-ci, qui est une série numérique. Eh bien, cette série, elle converge, elle est même absolument convergente. Pourquoi? Bien parce que epsilon a en valeur absolue, c'est 1. Donc je retombe à nouveau sur une série convergente. Donc j'ai le droit d'écrire cette série, plus exactement la limite de la série, à cause de son absolue convergence. Bien, et ce qu'on va essayer de montrer, c'est que cette valeur en A, eh bien, c'est la dérivée en A. Qu'est-ce que c'est que la dérivée en A? Eh bien, c'est la limite, quand elle existe, du taux de variation. Donc, on va s'intéresser au taux de variation moins ce que l'on subodore être sa limite, c'est-à-dire cette série. Oui, et donc ça, on a introduit cette fonction pour x différent de 1. Donc, ce qu'il va y avoir à montrer, donc tout ça est bien défini, ce qu'il va y avoir à montrer, c'est que quand x tend vers a, cette quantité tend vers 0. Si je montre ça, ben j'ai gagné. J'ai montré que ma fonction f était dérivable en a, et j'ai même un peu plus, la valeur de sa dérivée, c'est cette série-là. Bien, alors, on va réécrire tout ça. Ça, c'est ma fonction taux de variation. Je vais lui donner... Je vais l'appeler t de x, t comme taux de variation. D'ailleurs, c'est un peu plus que le taux de variation, parce que j'ai retiré la valeur pressentie de sa limite. Ok, et donc je vais réécrire sous forme de série, f de x et f de a. Je vais réduire au même dénominateur, donc ici je vais multiplier par x moins a, et je vais diviser par x moins a, de sorte que t de x, eh bien c'est 1 sur x moins a. Alors, je vais avoir f de x moins f de a, donc je vais avoir une somme pour n supérieur ou égal à 0. Vous voyez que j'ai 1 sur 2 puissance n partout, donc je vais le factoriser dans ma série. Alors, f de x, eh bien c'est epsilon n de x, x moins n, moins f de a, bien f de a c'est epsilon n de a,
A moins AN. Et puis, j'ai x moins A epsilon n de A en sigmois, donc j'ai moins epsilon n de A, x moins A. Zup. Bon, et vous voyez que des choses se simplifient. Vous voyez qu'ici j'ai un epsilon A. Si j'additionne, eh bien j'ai un x moins AN, mais x moins AN est là. Donc là, j'obtiens une forme beaucoup plus jolie. Et là, je réinjecte la valeur de 1 sur x moins A. C'est la somme pour n supérieur ou égal à 0 de 1 sur 2 puissance n, facteur de... Alors, et donc là, je réexplique, le A epsilon A se tue, et il me reste epsilon NA facteur de x moins AN, mais le x moins n étant présent, je peux le factoriser. Donc j'ai epsilon n de x moins epsilon n de A, facteur, et je vais l'écrire comme ça va être plus joli, x moins AN sur x moins A. Voilà ce que vaut mon taux de variation. Et ce qu'on va essayer de montrer, écrit sous cette forme-là, on va essayer de montrer que eh bien, ça tend vers 0 quand x tend vers A. Alors, pour cela, on va introduire des fonctions. On va introduire la fonction in de x, qui est égale à x moins an sur x moins a. Donc ça, c'est pour toujours avec x différent de a qu'on va étudier. Et puis, donc ce bout-là, et puis je vais rajouter ce morceau-là, qui a son importance. Je vais l'appeler jn. C'est donc epsilon n de x moins epsilon n de a in de x. Bien, et je vais étudier ces gentilles fonctions. Donc je retiens qu'avec ces notations, t de x, c'est la série des jn de x sur 2 puissance. Oui. Alors, je vais étudier ces gentilles fonctions. Eh bien, cette fonction-là, elle est définie pour, donc celle-là aussi, hein, définie pour x différent de a. C'est une fraction rationnelle, c'est même une homographie, donc on sait que ça va donner une hyperbole. Je vais avoir une asymptote en a, une asymptote verticale, et comme la limite c'est 1 plus l'infini et moins l'infini, je vais avoir une asymptote verticale en... une asymptote horizontale, pardon, en y égale 1. Ok, alors, c'est infini sur son domaine de définition, donc je peux la dériver. Donc, in' de x, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la dérivée de ça 1, donc ça me fait x moins a, moins la dérivée de ça 1, donc moins x moins an, sur x moins a au carré, c'est-à-dire an moins a sur x moins a au carré. Et là, vous voyez que le signe dépend essentiellement de la position de a par rapport à an. Alors, on va faire deux cas. En fait, on va en faire qu'un. Le deuxième se fera par analogie. On va, par exemple, supposer que... c'est plus sympa quand c'est croissant. Allez, hop. On va supposer que a est strictement plus petit que n. Je rappelle que a a la propriété de n'être égal à aucun des an. Donc je ne peux pas avoir cette égalité-là. Ok, et ben je trace mon tableau de variation, faire un joli tableau de variation. Donc ma fonction, a priori, in, elle est définie sur R privé de A. Donc, je vais avoir moins l'infini, je vais avoir mon petit a, et je vais avoir mon petit an, et j'ai plus l'infini. Alors, ma fonction... on va étudier in et jn. Ma fonction in, elle n'est pas définie en a, j'ai donc une belle asymptote ici. D'accord. Oui. Alors, la dérivée, eh bien, elle est positive, donc elle est positive partout. Si bien que
ma fonction IN, elle a le bon goût d'être croissante et croissante. Bien. Je peux calculer facilement ses limites. En A à gauche, ça va être plus l'infini. En A à droite, ça va être moins l'infini. Et comme je l'ai dit, bien la limite, c'est 1, en plus c'est moins l'infini. D'accord. Très bien. Alors je vais en déduire maintenant quelque chose sur Jn. Et pour ça, ben, je vais regarder la fonction avec laquelle je multiplie, qui est epsilon n de x moins epsilon n de a. Bon, cette fonction, ben, elle peut prendre que 3... Elle peut prendre que... ben, on va regarder les valeurs qu'elle peut prendre. Si vous êtes à gauche de a, pardon, si vous êtes, excusez-moi, si vous êtes à gauche de an, si x, a étant à gauche de an, bien epsilon n de a, ça vaut moins 1. Donc si x est à gauche de a, epsilon n de x, ça vaut moins 1 aussi. Du coup, cette fonction, elle est nulle ici, et elle est nulle là. Et qu'est-ce qu'elle vaut ici? Ben maintenant, si x est à droite de an, eh bien, le epsilon n de x, ça vaut 1, et comme a est à gauche de n, epsilon n de a vaut moins 1, donc ça me fait 1 moins 1, ben ça me fait 2. Donc ma fonction, elle n'est pas très violente, elle fait ça, mais l'intérêt, c'est que Jn étant le produit de ça, vous voyez que Jn va être nul ici. Et ça, c'est formidable. Pourquoi? Eh bien parce que ça veut dire que ma fonction Jn, elle ne prend des valeurs que dans cette partie-là. Et regardons la valeur de IN en A. Bien, IN en A vaut certainement 0. Oui. Donc vous voyez que Jn vaut 0 ici, et comme j'ai multiplié par 2, ben, ma fonction Jn, elle est croissante jusqu'à 2. Et là, ben, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que la norme infinie de Jn est égale à 2, alors sur R privé de A. Oui. Parce que nous, on travaille sur I, hein, mais là, on vient de faire beaucoup plus. Et il y a un autre point qui est très très intéressant, c'est que vous voyez que la limite de Jn de x, quand x tend vers A, ben là, il y a un tableau de variation, vous dit tout. C'est nul à gauche localement et nul à droite localement. Donc la limite, ben, quand vous vous rapprochez de A, vous êtes constant égal à 0. La limite vaut 0. Et ben c'est ça qu'on va exploiter. Alors, il y a l'autre cas, qui est le cas où c'est AN qui est plus petit que A. Ça revient à décaler cette droite-là ici et à mettre les fonctions dans l'autre sens. Je vous laisse l'étudier. C'est exactement la même chose. On réobtient le même résultat. Bien, alors on revient, fort de ce résultat, on revient au fait que Tn de x, bien c'est la série Tjn de x sur 2 puissance n. Eh bien, donc là on est sur i. Hein. Eh bien, vous avez montré que la norme infinie de Jn était égale à 2, donc sur R privé de A, donc elle est certainement... Pardon. Elle est certainement égale, majorée par 2 sur I privé de A, qui peut le plus, peut le moins, et donc vous voyez que la série des normes infinies de Jn sur 2 puissance n est finalement majorée par la série des 1 sur 2 puissance n moins 1 qui convergent. Donc cette série converge normalement. Donc uniformément. Et là, on va conclure par un théorème qui vous dit que quand il y a convergence uniforme, je vous renvoie au début du cours de l'intégrale de Riemann, d'analyse 2 sur la convergence uniforme, quand il y a convergence uniforme, vous avez le droit de faire une interversion de limite. Donc, parce qu'il y a convergence uniforme, vous avez le droit d'écrire que la limite, quand x tend vers A de cette série, c'est la série des limites. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas toujours faire. C'est
C'est pour ça que la convergence uniforme est un royaume magnifique. Vous avez le droit d'intervertir les limites. Mais qu'est-ce qu'on a montré là? Bien, on a montré que la limite c'est 0. Donc ça, c'est tout le temps 0. Et vous tombez finalement sur la série des 0 qui vaut 0. 0. 0. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous avez montré finalement? Bah ça y est, on vient d'achever la preuve. Vous venez de montrer que... Non, j'ai pas de n ici. Vous venez de montrer que la limite de t de x vaut 0. Et ça, c'est exactement dire que f est dérivable en 1. Et que la dérivée de f en A, c'est cette fameuse série epsilon n de 1 sur 2 puissance. Bien, alors vous remarquez une chose, c'est que le 2 puissance n, on s'en est jamais servi, on s'en est servi juste pour sa qualité d'être une série, d'être le terme général d'une série convergente. En fait, on aurait pu faire tout le travail en remplaçant ça par lambda n, où lambda n est une série absolument convergente. Voilà. Alors, là, on vient de montrer que f est dérivable en tout point, sauf peut-être en n, et maintenant on va montrer que f n'est pas dérivable. Donc je vais me fixer un n0. Donc f n'est pas dérivable en an0. Alors pourquoi? Eh bien c'est très simple, il n'y a pas besoin d'aller très très loin, c'est que vous tirez le terme en an0. Ça, c'est x moins an0 sur 2 puissance n. 0. Plus la somme, pour n positif, et n différent de n0, de x moins an sur 2 puissance n. C'est là qu'on utilise l'injectivité de la suite, c'est que an0 n'apparaît pas ici. Ouais. an0 est différent de n, quel que soit n différent de n0. Donc ici, vous n'avez jamais an0. Alors, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Bien, on vient de montrer que ça, c'est dérivable en n0. Il suffit juste de virer un élément et vous reprenez le... Hein, c'est parce que on a cette propriété-là. Donc, c'est dérivable en n0. Ben, si f était dérivable en n0, eh bien, cette fonction serait dérivable en n0, puisque ça serait la différence de deux fonctions dérivables. Mais là, ben, je vous demande de le savoir. C'est que justement une valeur absolue ce n'est pas dérivable au point où ça s'annule. D'accord? Donc du coup, eh bien, vous n'avez pas de dérivabilité en an. Et donc, il semble qu'il y ait eu un problème de batterie. Ma batterie était à plat. Donc je reprends et vous pouvez constater que la protection anti-coronavirus que j'arborais en début de vidéo a disparu. Ce n'est pas un effet de magie, c'est que le temps que ma batterie recharge, je suis allé regarder sur une vidéo sur YouTube disant que le métal n'arrêtait pas le coronavirus. Voilà. Bon, allez, on reprend mes amis, après ce petit incident électrique. Et donc je réalise que je n'ai pas montré pour l'instant que la fonction n, f est convexe. On va établir un lemme plus général que le suivant. Hein, c'est que je vais me donner une suite d'applications fn d'un intervalle i dans R convexe. Oui. Et je suppose que la suite fn converge simplement. J'ai juste besoin de la convergence simple vers f. Donc si cette suite converge vers f, alors f est convexe. Bien, ce petit lemme-là, il me permettra de conclure. Pourquoi? Parce que valeur absolue de x moins an, c'est bien une fonction convexe. Une somme de fonctions convexes est convexe. Donc vous voyez que la suite des sommes partielles est convexe, et qu'elle converge simplement, bien ça prouve bien que la fonction est convexe. Alors le lemme, il se montre très simplement. Hein, il s'agit de comparer f de lambda x plus 1 moins lambda y, donc je me donne x, y appartient à i, je me donne lambda un poids entre 0 et 1, et ce que je sais, bien, c'est que quel que soit n, fn de x
de lambda x plus 1 moins lambda y est inférieur à lambda fn de x plus 1 moins lambda fn de y. Bien, et bien après, c'est juste le théorème qui vous dit que, donc ça c'est une suite en n, hein, j'ai fixé x, y et lambda. Bien, cette suite, par convergence simple, elle va tendre vers f de lambda x plus 1 moins lambda y. Et cette suite, eh bien, elle va tendre vers lambda f de x plus 1 moins lambda f de y. Et ben, vous devez savoir qu'en topologie, il y a un prolongement des inégalités par passage à la limite, c'est-à-dire que par passage à la limite, j'obtiens cette inégalité qui est l'inégalité de convexité. Donc ce lemme est extrêmement simple et il prouve bien la convexité de f. Bien, alors on en déduit, et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette fonction, eh bien, vous voyez, elle permet de fournir un exemple de fonction convexe à point de non-dérivabilité prescrit, les points de non-dérivabilité étant exactement les AN. Et pour finir, ben, on va donner un exemple de fonction convexe non dérivable sur une partie dense. Et bien par exemple, vous considérez i égale 0, 1, n'importe quel intervalle ouvert, et on regarde les rationnels qui sont dans cette partie. Et bien ça, ce qu'on sait, c'est que l'ensemble des nombres rationnels est dénombrable. Dénombrable, c'est exactement dire que vous pouvez l'énumérer en une suite. Et donc je prends AN, une suite injective, telle que bien l'ensemble des AN soit égal à Q inter 0. Eh bien, Q étant dense dans R, Q inter 0,1 va être dense dans 0,1. Et donc, ben, cette fonction-là va avoir le bon goût d'être convexe et de posséder exactement comme point de discontinuité l'ensemble des rationnels compris entre 0 et 1, qui est donc dense. C'est-à-dire que si on repart, hein, si vous commencez à construire votre... votre fonction et calculer les premières valeurs, eh bien vous allez obtenir des trucs comme ça. Voilà, vous voyez, hop. Et en fait, quand vous allez passer à la limite, eh bien les points ici de non-dérivabilité, vous voyez, ils vont se densifier. Et pour finir par atteindre tous les rationnels. Vous pouvez vous amuser à programmer sur ordinateur, hein, vous calculez, vous faites tracer les premières valeurs des séries partielles pour vous rendre compte comment va se comporter la courbe. Ça fait partie des choses tout à fait magnifiques. Elles sont irreprésentables hein, par le passage à la limite, mais pour autant, vous voyez, construire les suites successives vous permet de comprendre bien le mécanisme. Donc, conclusion sur cet exercice, ben, on a fait le tour de la question de la dérivabilité des fonctions convexes. On sait que une fonction convexe, elle est pratiquement tout le temps dérivable. Les seuls points éventuellement de non-dérivation forment un ensemble dénombrable, et on vient de montrer la réciproque, c'est tout ensemble dénombrable. Il existe une fonction convexe qui possède comme point de non-dérivabilité, pardon, exactement les éléments que vous avez pris. C'est, comme je vous le disais au début de cette vidéo, pour moi, peut-être le plus beau résultat de cette année hein, sur l'analyse convexe. Bien, je voulais terminer mes vidéos à partir d'aujourd'hui en vous mettant des petits extraits de musique intéressante, hein, vous qui n'écoutez généralement que des crétineries. Et j'ai eu un petit problème sur YouTube, une question de droit d'auteur. Bon, donc il semble que ce soit compliqué, et c'est bien dommage, parce que j'aurais adoré vous faire découvrir de très belles choses, rock, blues, soul, etc. Et ben ça sera pour une prochaine fois. Je vais essayer de voir comment on peut régler ces questions de l'égalité par rapport au droit d'auteur. Rappelons quand même que le but premier de cette chaîne reste les mathématiques, mais que le savoir est généralement une chose qui ne se cantonne pas à un domaine, hein,
et l'histoire, la culture, la musique, la littérature, hein, la sociologie, etc. Tout ça sont des choses extrêmement intéressantes et qu'il est bon, à mon avis, dans un cours de savoir pondérer le sujet central par des petites digressions culturelles. Voilà, je vous fais toutes mes amitiés et traditionnellement, dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie, madame, monsieur, d'agréer l'expression de mes sentiments distingués. Voilà.